Corps à corps. Et oui, mouvement d'ampleur en Allemagne, manifestation des agriculteurs, rejoint d'ailleurs par les routiers, rejoint par d'autres encore. Je vais d'abord vous proposer de regarder ces extraits qu'on a collés, pris sur les réseaux sociaux, où l'on voit justement un petit peu de l'importance de ces manifestations allemandes. Regardez. Ces mouvements, eh bien, il y a une forme de, vous l'avez entendu avec cette chanson, de solidarité qui se met en place, une forme d'unité peut-être, donc ces chansons qui sont organisées et qui sont comment dire, pour mettre un petit peu de beau au cœur à toutes ces personnes qui sont sous la neige d'ailleurs, dans leur tracteur, dans le froid, les routiers et tous les autres qui les rejoignent. Alors, je vous l'ai dit, là, on parle du mouvement d'ampleur en Allemagne, mais ça fait bien longtemps que en France, et on avait déjà fait des émissions, en France également, il y a des mouvements de révolte, de mécontentement des agriculteurs. Aux Pays-Bas, on avait suivi ça également. En Pologne, tous ces pays connaissent finalement une vague de révolte des agriculteurs. Alors, pour quelles raisons? Et finalement, à quoi peut mener aujourd'hui ces manifestations, ces mouvements d'ampleur qui se rejoignent les uns les autres? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec des agriculteurs et avec Lauriane Bernard. Lauriane Bernard, bonjour. Bonjour Clémence, merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes journaliste à François et vous suivez de près ce mouvement. On va vous donner la parole dans quelques instants. Nous sommes également avec Jean-Guillaume Hannequin. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes agriculteur bovin, président de la FDSEA Meuse. Donc la FDSEA, c'est la FNSEA au niveau la fédération départementale, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, et puis nous rejoindrons dans quelques instants deux autres agriculteurs. Alors pour commencer peut-être Lauriane Bernard, je vais vous demander de nous résumer finalement ce qui se passe et quelle est la raison, peut-être quel était le déclencheur de ce mouvement de colère en Allemagne pour commencer? Alors peut-être pour commencer, expliquer déjà pourquoi au niveau budgétaire, le gouvernement allemand a décidé de taxer donc le diesel agricole. Le début de la colère en Allemagne, les raisons officielles, c'est plutôt ça. C'est que voilà, le gouvernement allemand a décidé d'enlever les subventions au GNR pour les agriculteurs Alors allemands. le GNR, c'est le gazole non routier. Le gazole, donc le diesel agricole, c'est ça. Et ça a déclenché une vague de colère donc depuis décembre. Les actions sont prévues de longue date. Les gros syndicats agricoles avaient déjà prévenu. Faut savoir que au niveau budgétaire, l'Allemagne est en très mauvaise passe. On l'explique pas assez, mais l'Allemagne est en récession donc depuis 2023. Notamment à cause du fait qu'ils se sont grandement endettés donc pendant l'épidémie de Covid ensuite pendant la guerre en Ukraine. Faut savoir que pour lutter contre l'impact du Covid, ils se sont endettés à 8% de leur PIB, alors que normalement leur constitution les autorise un endettement à 0,35%. Oui. Donc là, au niveau budgétaire, c'est un peu la panique. Et il y a eu une décision de la Cour suprême de Karlsruhe, donc la Cour constitutionnelle en Allemagne, qui leur a demandé de présenter un budget un peu plus à l'équilibre. Donc c'est pour ça que il y a des coupes dans les subventions publiques. Et c'est notamment pour ça que le gouvernement a décidé d'arrêter de subventionner donc le diesel agricole.
Donc, les agriculteurs ont appris ça en novembre. Donc, il faut savoir que Olaf Scholz avait présenté son budget, en septembre. Il a été retoqué par la Cour constitutionnelle en novembre. Et depuis novembre, donc, les agriculteurs savent que à la rentrée, normalement pour janvier, ils ne sont plus censés toucher de subventions pour le diesel agricole. Donc, ça a déclenché une vague de colère. La coalition allemande, à l'heure actuelle, n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget pour 2024. Il n'est toujours pas voté, il est toujours en discussion du fait notamment de ces manifestations. Donc, c'est quand même un grand séisme outre-Rhin. Et il sera voté et arrêté la 3e semaine de janvier. Donc, c'est notamment pour ça qu'il y a ce grand mouvement de manifestation et qu'il y aura un pic de manifestation le 15 janvier à Berlin. Oui, alors on a compris, c'est un point de départ finalement, hein, ce GNR qui n'est plus, donc ce diesel agricole qui n'est plus subventionné, mais ce n'est pas tout et on va en parler avec les agriculteurs qui évidemment, il y a toujours une raison, quelque chose qui allume la flamme, mais il y avait beaucoup de colère déjà avant, de révolte. Alors, je vais donner la parole. Nous sommes avec Jean-Guillaume Mannequin et puis Christian Wollenschlager. Vous allez me dire si je prononce bien votre nom de famille. Nous a rejoint. Bonjour, Christian Wollenschlager. Bonjour. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien. Bon, parfait. Vous êtes président cantonal de la FDSEA 67 du canton de Cels-Lauterbourg et vous êtes organisateur de la mobilisation en Alsace. Alors, Jean-Guillaume Mannequin et vous, Christian Wollenschlager, vous avez entendu donc la présentation, on va dire, des raisons de la colère, du point de départ des raisons de la colère des agriculteurs en Allemagne. Oui, en Allemagne. Oui, en Allemagne. Alors, quel est votre sentiment d'abord sur l'Allemagne et sur la France, évidemment, sur le fait, en effet, que vous vous joignez finalement à ce mouvement de colère? On va commencer par Jean-Guillaume Mannequin. Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous surprendre en vous disant que j'ai en fait appris avec ce mouvement de manifestation allemande que les Allemands avaient aussi une défiscalisation du GNR, du gasoil non routier. Il m'avait semblé depuis des décennies que l'Allemagne nous faisait valoir que la France avait une distorsion de concurrence avec les agriculteurs allemands et qu'on avait un avantage fiscal sur le gasoil. Donc là, je sais que nous, en interne, on a quelques petites choses à vérifier avec nos collègues allemands, mais je pense qu'en effet, vous avez raison, c'est comme nous, Français, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, clairement. On est dans un double discours permanent entre des contraintes environnementales, des objectifs de production qui font qu'on est sans arrêt tiraillé entre le marteau et l'enclume. Et vraiment, ce GNR, c'est vraiment une discussion de Bruno Le Maire un matin, et je l'ai déjà dit, certainement d'être mal réveillé. Il remet 60% de taxes en plus sur un litre de GNR, ce qui fait à peu près une augmentation de, on va dire, 50%, 55%. Pour vous donner une grandeur à l'hectare, hein, à l'hectare, c'est l'unité de surface, ça fait une augmentation à peu près d'une soixantaine d'euros. Donc, pour une exploitation d'une centaine d'hectares, ça fait 6 000 euros du jour au lendemain de charge. Donc là, sans discussion, sans concertation, alors que Madame Borne s'était engagée à ne plus taxer, on va dire, tout ce qui était lié à la production. Bon, c'est du en même temps. Hein, c'est du en même temps qu'on connaît déjà depuis un certain nombre d'années. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Évidemment, et on va parler de tout ce qui a pu faire déborder le vase avant, parce qu'évidemment, ça fait bien longtemps. On avait donné la parole il y a peu de temps aux agriculteurs qui retournaient les panneaux, mais il y a plein d'autres choses et ça fait depuis longtemps que les agriculteurs souffrent. D'ailleurs, c'est la profession, je suis désolée de commencer durement le matin, mais qui compte le plus fort taux de suicide. La population des agriculteurs souffre. En effet, ils sont tenus par les réglementations, les normes européennes toujours plus contraignantes. La France qui fait du zèle normatif et en plus, à côté de ça, un agribashing qui fait que les agriculteurs parfois se font agresser sur leur propre terrain et ne peuvent pas se défendre. Autre question. Bon, on va rajouter, on va parler de tout ça, mais Christian Wollenschlager, vous vous joignez à cette mobilisation. Quelles sont, selon vous, les raisons de la colère? Les raisons de la colère, comme il l'a dit confrère, nous, en premier lieu, on est solidaires avec les Allemands. J'aimerais quand même rappeler qu'à un certain moment, nos dirigeants français et allemands, l'entente est au plus bas, quoi. Et là,
par cette manifestation, vu qu'on a rejoint les Allemands, c'est de montrer que les agriculteurs européens sont solidaires. Et j'ai même entendu que les Hongrois et les Autrichiens ont rejoint l'Allemagne aussi, par leurs frontières. Et donc, moi, je dis il faut être solidaire. Et surtout, ce qui nous gêne, c'est le trop-plein de normes qu'on nous impose concernant... on veut nous apprendre notre métier à bien faire. Il faut quand même savoir que chez nous, les denrées alimentaires, c'est sécurisé, quoi. De l'autre côté, on importe des denrées qui sont produits avec des intrants, des pesticides qui chez nous sont depuis longtemps interdits, quoi. Donc, oui, alors nous, on a parlé récemment. Qui dit contrainte, qui dit contrainte, dit charge supplémentaire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et à chaque fois, on doit se remettre, tous les ans, on nous remet une couche et on doit se remettre en question, quoi. C'est-à-dire que, pour que tout le monde comprenne, on y revient régulièrement ici, mais notamment en France, hein, c'est vrai que l'Europe, mais je crois que la France est vraiment peut-être la plus... Enfin, les agriculteurs sont les plus contraints parce que la France fait du zèle normatif, alors que nous avons justement les agriculteurs qui ont des productions qui recherchent le plus la qualité, le bien-être animal, la taille familiale. Et ce sont ces gens-là qui... Oui. Oui, justement, c'est ces gens qu'on prive ou qu'on mette encore une couche supplémentaire. Et surtout avec le coût de l'énergie, il ne faut pas oublier aussi le coût de l'énergie électrique, en électricité, quoi. Des éleveurs qui, jour et nuit, ont besoin d'électricité pour élever leurs poules, leur porc. Ils ont 40% plus de charges. Et leur prix de viande ou d'œufs n'a pas augmenté. Par contre, on est là sur le rond-point à Iffezheim. On est solidaire avec les Allemands, mais aussi on est solidaire avec le pouvoir public. Parce que si on est là, c'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui est compris par beaucoup, parce qu'on voit que les routiers rejoignent les agriculteurs et puis la manifestation est soutenue par une grande part de la population. Donc on voit que les gens comprennent finalement que ça dépasse, en effet, ce qu'on disait tout à l'heure, largement la question du gazole non routier. En fait, c'est un problème général, un mécontentement général, et on l'a dit notamment sur le fait que ces agriculteurs et ces populations qui travaillent, ces routiers, etc., soient contraints par énormément de normes et dans une piste à la concurrence qui est complètement on va dire inégale face notamment, je commençais à l'expliquer tout à l'heure, on ouvre la concurrence, le marché plutôt à la Nouvelle-Zélande, à l'Ukraine et d'autres qui sont des pays qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes normatives et pourtant ils ont le droit de rentrer sur le marché. C'est-à-dire que c'est tout à fait, c'est comme si sur une course, un départ de course, on mettait 2 enclumes au pied des Français et puis les autres qui pouvaient arriver tout légers. Alors évidemment la qualité n'est pas la même, mais tout de même on peut pas mettre sur le marché tous ces produits à égalité. Donc ça pose de vraies questions. Jean-Guillaume Mannequin, vous entendez ce qui a été dit. Je voudrais qu'on revienne sur on l'a dit, le gazole non routier, mais sur les autres raisons de la colère des agriculteurs en France et pourquoi pas en Allemagne. Et je le précise, j'ai dit tout à l'heure, déjà aux Pays-Bas, ça avait commencé. Aux Pays-Bas, c'était pour des raisons écologiques, justement, qu'on commençait à dire, finalement, vous produisez trop de CO2, vous êtes trop responsable de l'émission de CO2, donc il va y avoir des nouvelles contraintes. À chaque fois, si vous voulez, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le marteau ou l'enclume. L'enclume, si c'est pas une enclume d'un côté, c'est le marteau écologique, en fait. Ah oui, c'est ça. En fait, les Pays-Bas, c'est surtout tapé sur l'élevage. Alors, c'est vrai qu'ils avaient un élevage certainement un petit peu intensif, mais de là à vouloir de façon très brutale de décapitaliser et détruire l'élevage hollandais, les agriculteurs ne l'ont pas accepté. En France, clairement, on va certainement... il y a un objectif de décarbonation qui explique aussi, avec la planification écologique, qu'on va se prendre comme objectif de baisser notre élevage de 15%. Voilà. Mais alors, raisonnement de hauts fonctionnaires en silo, c'est-à-dire que vous ne couplez pas ça avec la consommation. Ça veut dire que d'un côté, vous allez décarboner, peut-être rendre plus durable une activité, mais vous allez importer avec un coût carbone qui est 10 fois supérieur. Donc ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Et ça, l'agriculteur, il comprend quand même. Hein. Il comprend qu'il est en train de se faire avoir. Parce que vous l'avez dit, l'agriculture a toujours été monnaie d'échange.
Sauf que la monnaie d'échange, quand ça vient du Brésil, hein, j'ai rien contre nos amis brésiliens, mais quand même, on n'a pas les mêmes contraintes. Ça a été dit par mon collègue alsacien. Il y a une étude qui avait été faite par le Times il y a quelques années, je crois que c'est 5-6 ans. L'agriculture la plus durable, c'est l'agriculture française. Hein. C'est pas la FNSEA qui a payé cette étude-là, c'est le Times. Donc quand même, ça veut dire que ça a une certaine valeur. Donc c'est vrai que toutes ces choses-là incohérentes, voilà, on en perd notre logique, quoi. Voilà. Alors, je vais vous poser une question après parce qu'ils sont nombreux dans le chat à me poser cette question. Alors, je vais vous la poser. Beaucoup disent, mais il faut désobéir, désobéissance civile. Je vais vous poser cette question jusqu'à comment peut-on éventuellement lutter en effet contre ces obligations qui sont parfois totalement incohérentes et qui vont jusqu'à tuer la profession. Mais Lauriane Bernard, je voulais vous revenir vers vous un petit peu. Vous avez décrit les raisons de la colère allemande, on va dire le début, le point de départ. Aujourd'hui, quelle est la situation en Allemagne finalement? Y a-t-il beaucoup d'agriculteurs et dans combien de villes? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Rien qu'en Bavière, il y a 180 actions qui ont été enregistrées. Donc, c'est quand même massif. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule petite ville allemande qui ne soit pas concernée, même les petites villes moyennes qui ne soient pas concernées par les manifestations. Comme vous l'avez dit, ils sont rejoints par les routiers. Donc, la Fédération de transport allemande a appelé à soutenir le mouvement. Donc, oui, le blocage commence. Il y a des blocages autoroutiers, des blocages routiers. Il faut noter aussi que bientôt, donc à la mi-janvier, les cheminots vont aussi être en grève. Donc là, ça n'a rien à voir avec le diesel agricole, évidemment, mais ils sont en pleine négociation salariale avec la Deutsche Bahn. Donc, va aussi avoir un mouvement de grève avec le train. Donc, on va se retrouver avec des blocages routiers, autorités, possiblement blocage du train. Donc, c'est vrai que le pays risque, oui, effectivement, d'être vraiment paralysé. Oui. Et en tout cas, oui. Ça fait penser quand même à la révolte des Gilets jaunes, et on se demande si on va pas retomber un peu dans ce genre de révolte qui finalement d'ailleurs partait d'un même point de départ, c'est-à-dire le prix du gasoil. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à la même situation en Allemagne? D'ailleurs, est-ce que ça peut, en France, finalement, ça a pris plus tôt, mais ça ne s'est pas enflammé de la même façon. Est-ce que ça peut réenflammer la flamme française, Lauriane Bernard? Alors, pour l'instant, ça reste quand même officiellement des demandes budgétaires. Hein. Vraiment, les agriculteurs, les syndicats agricoles, leur première des demandes, c'est de cesser les mesures d'austérité sur le GNR dans le budget 2024. Pour l'instant, c'est quand même les syndicats qui organisent toutes ces manifestations. Ce sont des manifestations très soutenues par la population. Il y a 70% de la population qui soutiennent les agriculteurs. En Allemagne ou en France? En Allemagne. 70% de la population soutiennent le mouvement. Donc, pour l'instant, ça reste des demandes professionnelles. Moi, j'ai l'impression de ce que je lis. Le but de ces manifestations, c'est quand même de manifester contre la gestion des finances publiques opérée par Olaf Scholz. Faut savoir qu'Olaf Scholz, il est quand même à la tête d'une coalition avec les sociodémocrates, les libéraux-démocrates et les Verts. Cette coalition ne se passe pas bien, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Ils sont pas capables de présenter un budget dans les clous constitutionnels. Là, en ce moment, les agriculteurs et la population en ont vraiment marre de ce qu'on ressent de la partie écologiste du gouvernement des Verts. Et en tout cas, par exemple, pour ce qui est des routiers, eux ont clairement rejoint le mouvement de manifestation pour s'opposer au tournant vers du gouvernement. Donc là, on l'a compris pour des raisons quand même bien politiques et bien ciblées. C'est ce que vous nous dites pour l'Allemagne. Je pense pas que ce soit le cas de la France, d'après ce qu'on entend de nos deux amis agriculteurs aujourd'hui. Christian Wollenschlager, justement, vous êtes sur le terrain, vous dites que vous allez occuper les ronds-points. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous pensez que c'est une forme, parce que les ronds-points, en plus, c'est assez symbolique, hein, ça nous fait penser encore une fois aux Gilets jaunes. Oui. Vous, est-ce que vous faites un parallèle entre ces deux mouvements? Non, pas du tout. Pas du tout. Les Gilets jaunes, c'était en 2017, je crois, qu'ils ont commencé.
Là-bas, c'était certes aussi pour la hausse des prix du gasoil, mais par après, ce mouvement s'est un peu dissipé dans d'autres rôles. Ils se sont un peu perdus par après. Oui, après, ça, c'est sûr que ça a été confondu. Voilà. Non. Permettez-moi juste encore de dire vite. Pour moi, la France est en train de vendre son agriculture. Les jeunes agriculteurs sont démotivés. Et il y en a plein, des collègues qui veulent arrêter, même avant la retraite, ils en ont marre. C'est un ras-le-bol total, et surtout depuis combien ? Ça fait des années qu'on manifeste concernant la lourdeur administrative aussi, les contrôles qu'on a et tout, on est contrôlé un peu, et puis là, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Guillaume Hannequin, finalement, vous ne faites pas un trait d'union, vous ne dessinez pas de trait d'union entre le mécontentement des agriculteurs et peut-être le mouvement des Gilets jaunes ? Ou si, justement... Non, je ne fais pas du tout de trait d'union. Je fais pas du tout de trait d'union. Nous, vraiment, notre discours, c'est un discours de souveraineté. C'est la souveraineté de la France à être en capacité à maintenir son agriculture, son activité stratégique agricole de production d'alimentation. Suite à l'épisode Covid, le président de la République avait appelé les agriculteurs les héros de la nation, quand même. Bon, tout ça, il a déjà oublié, il a complètement oublié aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est dans un monde déstabilisé. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous êtes journaliste, mais la Russie surpuissant, l'Ukraine un grand producteur, on ne sait pas trop de quel côté il va tomber. Les États-Unis qui savent très bien jouer depuis des décennies avec l'arme alimentaire. L'Amérique du Sud qui est présent avec une production massive. La Chine qui stocke et qui surstocke pour aussi faire influencer les cours et faire déstabiliser des pays qui ont besoin d'importer. La France ne peut pas dire non, nous on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai ce qu'il dit mon collègue. Ça fait des décennies, on va dire, pour faire des raccourcis, depuis Mitterrand, on a vendu l'agriculture. Oui, enfin après De Gaulle en fait, pour être clair. Après De Gaulle, déjà Giscard, c'était pas terrible. Alors je vais dire seulement au revoir à Christian Wollenschlager. Merci beaucoup Christian Wollenschlager. Je rappelle que vous êtes président cantonal de la FDSEE à 67 cantons de Sels-Lauterbourg et que vous organisez cette mobilisation en Alsace. On vous garde encore un petit peu, Jean-Guillaume Hannequin, et on va donner la parole également à un autre agriculteur qui nous rejoint, lui qui est non syndiqué, Sébastien Béraud, qui est donc un agriculteur en colère, c'est comme ça qu'il se présente, conseiller municipal de Saint-Paulien, et qui a publié une vidéo qui a fait grand bruit sur les réseaux pour expliquer son mécontentement. Donc on va le rejoindre dans quelques instants. Mais Jean-Guillaume Hannequin, je reviens vers vous concernant en effet cette question importante de la souveraineté alimentaire. Vous dites on a oublié, alors je pourrais même élargir aujourd'hui, puisqu'on en parle souvent nous ici à cette antenne, il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels nous avons perdu toute souveraineté, notamment industrielle, notamment énergétique, etc. Et d'ailleurs, parfois, l'un et l'autre sont liés. On le voit bien sur le coût de l'énergie, de l'électricité que vous autres agriculteurs devez payer aujourd'hui. Mais est-ce que vous l'avez vu, cette forme, est-ce que vous l'avez ressenti, ce déclassement progressivement au fil des années ? Ce déclassement de souveraineté ? Oui, et puis comment ça jouait sur vous et sur la vente de vos produits, la mise en valeur. Sûr, si vous voulez. À partir du moment où vos productions sont vendues au cours mondial, vous êtes grosso modo soumis à l'importation suivant les denrées massives. Un poulet sur deux est importé en France. Moi, je suis dans un département frontalier avec le Benelux. Le Luxembourg, c'est un pays très commerçant. On va dire que peut-être 75-80% de la restauration hors domicile importe de la viande du Luxembourg qui vient. Alors, il y a des gros grossistes au Luxembourg qui font venir de la viande d'Europe de l'Est. Voilà, ils sont dans leurs droits, mais c'est moins cher. Oui. C'est toujours moins cher, c'est toujours moins 10 ans. Oui. Donc, résultat des courses, l'agriculture, c'est très lent et quand vous la détruisez, elle ne se reconstruit pas. Une fois que vous avez un cheptel laitier ou allaitant qui disparaît, il revient généralement jamais. Ça veut dire que si vous êtes toujours soumis aux moins 10 ans avec des normes moins contraignantes, vous pouvez faire moins cher et après, vous n'êtes plus souverain. Et quand il y a un problème dans ces pays de production, si jamais, pour des raisons politiques, géostratégiques, les pays, vos partenaires ne veulent plus vous fournir d'alimentation, vous n'avez plus rien.
Et oui. C'est ce qui s'est passé pendant la période Covid. Oui. C'est ça la souveraineté. Et d'ailleurs, on a vu pendant la période Covid que sur les autres domaines, tout ce qu'on avait abandonné, notre industrie, l'industrie d'ailleurs pharmaceutique également, on n'avait plus de médicaments, Voilà. énergétique, etc. On voit que dès qu'il y a une crise, finalement, il faut pouvoir être indépendant. On avait cette indépendance, cette autonomie agricole qui faisait partie de notre richesse, notre très grande richesse, Voilà, surtout ouais. la diversité de notre production. Et voilà que donc nous sommes en train de l'assassiner, comme d'autres domaines d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est assez désespérant, surtout quand on voit la qualité, encore une fois, vous avez bien fait de le rappeler, Jean-Guillaume Mannequin, la qualité de notre production agricole qui a été visiblement même signalée par le Times. Alors, Sébastien Béraud nous a rejoint. Bonjour Sébastien Béraud. Bonjour. C'est Béraud ou Beuraud? Je ne sais pas, pardon. Béraud. Béraud, donc c'est parfait. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, un agriculteur non syndiqué, mais bien en colère, en tout cas, conseiller municipal de Saint-Paulien. Et vous avez publié une vidéo pour expliquer votre colère. Est-ce que vous pouvez nous le redire en 2 mots? Oui, déjà, merci à Toursin Média, parce que c'est compliqué des personnes comme moi, non syndiquées, à pouvoir prendre la parole dans les médias. Donc oui, j'ai fait ma première vidéo TikTok il y a pile poil une semaine aujourd'hui. J'ai poussé un coup de gueule par rapport au GNR. Déjà, on nous a enlevé la TIPP, donc c'était une remise qu'on nous faisait de 15 centimes par litre. Et là, en plus, à partir du 1er janvier 2024, on nous a mis une hausse de taxes de 6 centimes et progressivement, tout au long de l'année jusqu'à l'année prochaine, ils vont nous mettre des taxes pour arriver au prix du gasoil, du GNR qu'on met dans nos tracteurs, au même prix que le gasoil que vous mettez dans vos voitures, c'est-à-dire aux alentours de 2 euros. Donc, nous, des exploitations comme moi, je ne suis pas un céréalier, je suis juste un éleveur, j'utilise 30 000 litres de GNR par an. Vous imaginez le surplus que ça va me faire payer, sachant qu'il y a 3 ans, GNR était à 0,75 centimes et aujourd'hui, il est aux alentours de 1,40 €. Donc, c'est un coup de massue pas possible. Oui, bah, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, tout baisse, vous allez être de moins en moins aidés et la concurrence reste toujours plus terrible, le marché toujours plus ouvert même à des concurrences dites, qu'on pourrait présenter comme déloyales. Donc ça pose vraiment des questions. Sébastien Béraud, je vous pose la même question qu'aux autres. Aujourd'hui, vous êtes prêt à aller jusqu'où dans votre colère? Il y en a beaucoup, encore une fois, qui me disent ici dans le chat, mais il faut faut passer à la désobéissance civile, il faut arrêter d'accepter, il faut arrêter de se soumettre. Comment vous comprenez ça, vous, Sébastien Béraud? Je vois Jean-Guillaume Mannequin qui réagit, mais je vais vous donner la parole après. Et puis, évidemment, Lauriane Bernard qui est avec nous depuis tout à l'heure aussi, je vais vous donner la parole à ce sujet. Mais d'abord, Sébastien Béraud, qu'est-ce qu'un agriculteur peut faire concrètement aujourd'hui face à cela? Mais moi, j'ai été gilet jaune. Ça fait longtemps que je suis gilet jaune, que je suis un révolté. J'ai monté la grève du lait national en 2009. Il faut arriver à bloquer nos productions. Il faut arriver à monter comme une association, un mouvement indépendant, qu'on ne soit pas fiscalisé avec le gouvernement. Parce qu'on voit bien la FNSEA, c'est de l'opposition contrôlée, puisqu'ils sont financés par la FNSEA, et donc ils vont dans le sens de l'agroalimentaire. Nous, il faut qu'on crée un mouvement vraiment très fort et qu'on bloque le pays. De toute façon, on est déjà morts, nous, les paysans. On subit un génocide, on est mort, on est de la chair à canon, on est dans le couloir de l'abattoir, on peut plus faire marche arrière. Donc, vu qu'on est déjà mort, on peut que renaître de nos cendres en essayant de faire quelque chose comme il faut en Allemagne. Il faut, à mon avis, déjà boycotter le salon de l'agriculture dans un mois, parce que c'est le salon de l'agroalimentaire, c'est le salon de la FNSEA, c'est nos bourreaux. Donc, pourquoi on n'irait pas vanner là-haut, alors que ce que vous consommez, vous, en grande majorité, ça vient de l'étranger, sans normes sociales, sans normes environnementales. C'est ça le problème. C'est qu'on est dans de la concurrence déloyale. Donc, moi, un paysan comme moi, je suis content d'être avec vous, parce qu'il faut que je porte la voix des 75% des paysans qui ne sont pas syndiqués. La FNSEA, au final, c'est 25% des paysans. Donc, ils sont en situation... Sébastien Béraud, vous attaquez beaucoup la FNSEA. Jean-Guillaume Mannequin, élu président de la FDSEA Meuse, qui pourtant, vous dites opposition contrôlée, pourtant n'a pas ses langues dans sa poche depuis tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est subventionné qu'on est forcément contrôlé, il faut quand même le rappeler. Mais justement, je vais donner la parole tout de suite à Jean-Guillaume Mannequin si vous voulez répondre à ce sujet quand même, parce que vous avez reçu au moins 3 attaques là en direct concernant la FNSEA, opposition contrôlée. Si vous voulez réagir à ça rapidement, puis après on va revenir sur éventuellement les solutions de rébellion, d'opposition en tout cas. Et puis un dernier mot de la fin à Lauriane Bernard. Jean-Guillaume Mannequin. Non, mais alors moi je suis engagé à la FNSEA, mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient, à partir du moment où on est exposé, qu'on est acteur, forcément on est critiqué, forcément on est
on est critiqué. Bon, la FNSEA, c'est beaucoup d'agriculteurs quand même qui ont mis leur ferme de côté, comme moi, qui passent beaucoup de temps pour défendre les intérêts communs collectifs. Donc, bon, je peux comprendre qu'il y ait des gens peut-être aigris qui n'ont pas la même perspective, la même vue, mais c'est déjà des agriculteurs quand même. Hein. C'est déjà beaucoup d'agriculteurs. Après, opposition contrôlée, oui et non. Il faut quand même dire que une manifestation, c'est pas anodin à organiser. On en a organisé une belle où on a fait vraiment du bruit dans notre département. En termes d'énergie, en termes d'organisation, c'est quelque chose. Après, parler de blocage total, des grands discours, des grandes vues comme ça, je sais pas, parce qu'il faut la maîtriser. Parce que le danger de tout casser, il existe. Et ça, si on n'arrivait pas à maîtriser un grand mouvement, clairement, ça nous desservirait. Oui, donc, un peu, vous voulez dire, c'est pour ça que tout à l'heure, vous vouliez vous séparer du mouvement des Gilets jaunes, vous, en disant, attention, on ne fait pas la même chose. Je pense que c'était un peu dans cet ordre-là, dans le sens où... Écoutez, moi, je vais vous faire une référence de ce que j'ai vu des Gilets jaunes. Ouais. Dans une petite ville qui s'appelle Verdun, il y avait un rond-point, et les Gilets jaunes, ils étaient là, en fait, à manifester. Au départ, c'était plutôt cohérent. Et puis, au bout de quelques semaines, il y avait un grand panneau marqué, mais en énorme, c'était marqué Macron, Macron, baisse ta vieille au lieu de baiser ton peuple. Et là, pour moi, ça a été... Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse afficher ça, en gros, sur un rond-point. Donc, à partir de là, non, il n'y aura jamais de trait d'union, pour moi, en tout cas. Pour moi, personnellement, après, la FNSEA, vous savez, c'est un conseil d'administration, ça remonte de la base, et c'est la base qui décide. Hein. C'est pas comme dit monsieur, je ne sais pas quel agroalimentaire, enfin voilà. Quoi. Alors, mais en tout cas, la désobéissance civile, moi, je n'y crois pas. D'accord. Je ne crois pas à la désobéissance civile. Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut toujours discuter, il faut toujours argumenter et bien bosser ces sujets. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Jean-Guillaume Mannequin, agriculteur bovin et président de la FDSEA Meuse. Un dernier mot à Sébastien Béraud, Oui. donc, sur votre colère. Ce que vous souhaitez et comment vous voyez la suite. Et puis, Lauriane Bernard pour conclure. Déjà, moi, je veux rebondir au monsieur. Moi, j'en veux pas forcément au monsieur. Dans les départements, ils font du bon boulot, les gens de la FNSEA. Le problème, c'est à la tête. C'est à la tête qui font partie du COPA-COGECA. C'est l'ensemble des FNSEA européennes. Et c'est au COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Il faut pas se tromper. C'est eux qui signent les accords de libre-échange avec l'agroalimentaire. Parce que la FNSEA, ils sont bien gentils, mais ils sont à la tête de l'agroalimentaire. Donc, ils défendent les intérêts de l'agroalimentaire. Là où se trouve le pognon. D'ailleurs, la FNSEA, elle a demandé à voter Macron. Pourtant, pendant 5 ans, on peut pas dire que Macron a fait du bon boulot pour les paysans. Ils ont demandé à voter Macron. C'est juste un scandale. Alors, Sébastien Béraud, je veux bien, mais on n'est pas le sujet de l'émission n'était pas la FNSEA, mais les agriculteurs en révolte. Et là, ça vous fait quand même un point commun, justement. Alors, essayons d'avancer un tout petit peu là-dessus. S'il vous reste 1 minute, je voudrais vraiment donner la parole à Lauriane Bernard derrière. Moi, déjà, je voudrais avoir une pensée pour les 2 suicides par jour des paysans qui se suicident parce qu'ils sont à bout de souffle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, il faut remettre tout à plat notre système agricole de A à Z. Il faut arrêter ces importations. On les taxer vraiment très très fort aux frontières pour que nos produits ils soient moins chers. Il faut arrêter de financiariser par la bourse les produits agricoles. Il y a des gens qui connaissent rien du tout aux produits. Ils sont cotés en bourse. Ça, c'est démentiel. Il faut créer un nouveau plan protéines en France au lieu de faire rentrer du soja OGM du Brésil et d'Argentine. Voilà, on a tout pour réussir dans notre pays. Il faut arrêter la méthanisation, arrêter les biocarburants. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de créer la famine en France parce que toutes nos terres, elles partent pour faire autre chose que pour créer de la valeur ajoutée, pour vous nourrir. C'est ça qui est grave. On marche sur la tête. Maintenant, dans quelques années, où ça sera la famine en France parce que des gens comme nous, comme moi, ils préfèrent mieux mettre la merde des vaches dans un méthaniseur pour fabriquer du méthane. Et à côté de ça, ils produisent de moins en moins de lait et de viande parce que c'est mieux rémunérateur le reste. Oui, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il y a de moins en moins de production française et c'est bien dommage parce que nous avions la meilleure production. Merci encore Sébastien Béraud, merci Jean-Guillaume Mannequin. Lauriane Bernard pour conclure. Peut-être qu'en Allemagne, il faudrait aussi souligner que effectivement les agriculteurs payent la conséquence de la mauvaise gestion budgétaire du gouvernement d'Olaf Scholz et sous couvert d'écologie. Le gouvernement essaye de faire des économies sur le dos des agriculteurs et c'est vraiment ça qui se joue. L'Allemagne va entrer dans une année fiscale très difficile. Il n'y a pas que les agriculteurs qui vont en pâtir. Il va y avoir une augmentation des taxes, donc pour retrouver une forme de budget sain.
Et c'est d'ailleurs pour ça que la population soutient vraiment le mouvement. Les agriculteurs sont soutenus en Allemagne. Maintenant, la prochaine étape, peut-être pour le mot de la fin, c'est qu'ils se soutiennent entre eux, syndiqués ou non syndiqués. Il y a des causes communes de combat. Il y a des causes communes, il y a aussi des désaccords, on l'a entendu. Et l'Union européenne gagnerait à soutenir la souveraineté alimentaire. Ah oui, mais là on est mal parti pour le moment avec l'Union européenne que nous avons, en tout cas la Commission européenne que nous avons. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de ce corps à corps sur les agriculteurs en révolte. On l'a bien compris, en tout cas on a entendu le ton révolté tout au long de ce corps à corps. Merci à vous tous. Talk 5 continue dans quelques instants. La parole à Éric Denessé, directeur du CFDR, pour parler notamment de la scène ukrainienne. Et puis ensuite on va reparler encore de cette révolte des paysans, des agriculteurs, avec Rodolphe Carte qui suit aussi de près toute cette agriculture et cette ruralité française. Et puis on va parler avec lui de la défense de la souveraineté. Justement, on reste dans les mêmes sujets, c'est important. Et il est auteur de ce livre Feu sur la droite nationale aux éditions La Nouvelle Librairie. Mais tout de suite.